Bonjour à tous et bienvenue à cet entretien exclusif du secrétaire d'État adjoint des États-Unis, Monsieur Anthony Blinken. Monsieur Blinken, bonjour. Bonjour. Merci d'accorder à Média TV cet entretien exclusif. Merci pour la confiance de nouveau renouvelée pour notre chaîne par votre administration. Surtout, merci à vous de me recevoir. Je suis très content d'être avec vous. Merci. Alors, nous nous trouvons à Tanger, cette même ville qui avait abrité il y a exactement 239 ans la première représentation diplomatique de l'histoire des États-Unis. Bienvenue. Merci. Vous savez, j'ai visité la délégation américaine aujourd'hui et effectivement, le Maroc, évidemment, le premier pays dans le monde à reconnaître les États-Unis. Et donc une relation qui a une histoire très très profonde. J'ai vu ça de mes yeux avec cette visite de la délégation. Alors, cela fait un peu plus d'un an et demi que vous occupez donc le poste de secrétaire d'État adjoint des États-Unis. Monsieur Blinken, comment évaluez-vous aujourd'hui les relations entre le Maroc et les États-Unis? Vous savez, il y a deux choses. Il y a déjà ce côté historique, donc premier pays à nous reconnaître. C'est donc des racines très profondes, mais en même temps et surtout, c'est un partenariat essentiel pour le présent. Parce que nous nous trouvons ensemble comme partenaires contre les défis actuels, que ce soit le climat, que ce soit le terrorisme, que ce soit l'extrémisme violent, que ce soit la nécessité de trouver une croissance économique pour les peuples de nos deux pays à travers le monde. Le Maroc, les États-Unis, c'est un partenariat et c'est très, très vivant. Alors oui, vous venez de l'évoquer, le Maroc comme les États-Unis œuvrent pour une transition, vous avez parlé de climat, une transition concrète en tout cas, vers des économies sobres en carbone. D'ailleurs, le président Barack Obama a consacré l'essentiel, beaucoup en tout cas, de ses efforts pour cette lutte contre le réchauffement climatique, au point d'en faire d'ailleurs un temps fort lors de son discours sur l'état de l'Union. Alors oui, il y a eu cet accord de Paris, Monsieur Blinken. En termes de concrétisation, comment vous imaginez la concrétisation de tout ce qui a été cité dans l'accord de Paris, notamment avec la COP22 qui arrive en novembre à Marrakech? Ben justement, c'est là où le leadership du Maroc est essentiel. Vous êtes l'hôte, le patron de la COP22. C'est le moment clé pour qu'on aille de Paris, où il y a eu l'accord essentiel, vers l'application de cet accord. COP22, c'est le rendez-vous très important, justement, pour mettre en œuvre Paris, pour que ce soit une COP, comme vous dites, de l'action. Et donc, dans ce contexte, le leadership du Maroc, à la fois au Maroc, avec la politique sur les énergies renouvelables, par exemple, est capital. Et pour nous, c'est un moment clé pour démontrer que Paris, ce n'était pas le dernier chapitre, mais le premier chapitre. Et maintenant, ce deuxième chapitre, c'est le Maroc, c'est le COP22. Alors oui, vous avez parlé de ces défis climatiques, il y a aussi des opportunités, vous l'avez également évoqué, il y a le green business qui est en pleine expansion au Maroc. Est-ce que vous pensez que les États-Unis pourraient prévoir peut-être un peu plus de partenariats dans ce sens, notamment en matière de transition énergétique, avec les plans, les grands plans que le Maroc a déjà enclenchés? Absolument, parce que vous avez tout à fait raison, il y a une opportunité remarquable, et d'ailleurs au Maroc, on le ressent. Déjà, avec tout ce qui est renouvelable, vous avez des possibilités ici qui sont remarquables. Mais effectivement, il faut des plans de transition, il faut un soutien, y compris des soutiens financiers. Ce que nous avons fait cette semaine, nous sommes mis d'accord dans les rendez-vous que j'ai eus avec mes collègues au gouvernement, d'établir ensemble, entre les États-Unis et le Maroc, un groupe de travail pour pouvoir mettre en œuvre justement les obligations du Maroc sur le plan de Paris. Donc, dans l'ordre du jour de votre visite, il y a ce défi climatique, mais il y a aussi l'autre défi du moment. Il n'y a pas que le réchauffement climatique, il y a aussi la lutte anti-terroriste. Le Maroc a su, M. Blinken, se démarquer et devenir un modèle non seulement pour sa région, mais aussi pour l'Europe. D'ailleurs, le Maroc est représenté dans la réunion qui se passe actuellement à Washington, une réunion ministérielle qui justement réunit les membres de cette coalition anti-Daesh. Comment voyez-vous l'approche marocaine de lutte contre le terrorisme? Le Maroc, pour nous, est un partenaire clé dans cette lutte. Nous avons, dans la lutte contre Daesh, spécifiquement, une coalition de 65 pays, y compris le Maroc,
le Maroc participe à tous les groupes très importants, les groupes de travail, où on se met ensemble pour échanger les informations, pour élaborer l'approche et la politique. Nous sommes très contents, justement, que le vice-ministre Boueda est à Washington pour cette réunion très importante avec le secrétaire Kéri et les représentants des autres membres de la coalition. La voix du Maroc est très importante dans cette coalition parce que, justement, vous avez avec le Maroc un pays qui est tourné vers l'avenir, vers le progrès, et ça représente quelque chose de très important dans la vision que nous voulons établir pour la région et d'ailleurs pour la grande région en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Alors, le Maroc a également choisi justement de lutter contre ce fléau du terrorisme, de s'adresser aux jeunes. Oui. Et ça fait également l'objet de votre visite au Maroc. Comment est-ce que vous percevez justement cette vision de lutte contre l'extrémisme violent par rapport aux jeunes? Parce que l'exemple du Maroc n'est pas reproduit ailleurs. On voit que l'on s'attaque à ce fléau du terrorisme, pas de cette manière, en tout cas pas à la source. Oui. Je pense qu'il y a deux choses très importantes. Premièrement, nous voyons ici la vision de Sa Majesté le Roi. Vision pour approfondir la démocratie, pour créer de l'opportunité pour les jeunes, pour accroître non seulement l'accès, mais la qualité de l'éducation et évidemment l'emploi. Et déjà ça, au départ, c'est le meilleur moyen d'éviter qu'il y ait une génération perdue qui veut trouver une autre alternative. Ça, c'est très important. Deuxième volet, c'est la question de la religion. Le Maroc représente un pays qui a évidemment l'histoire la plus profonde avec l'islam, 14 décennies, mais également une ouverture, une vision de tolérance qui, pour nous et pour des gens à travers le monde, représente le modèle et l'espoir pour l'avenir. Donc vous mettez ces deux choses ensemble et le rôle du Maroc, justement, est tout à fait au centre de ce défi. Alors vous parlez de ce rôle central justement du Maroc. Il y a aussi le volet sécuritaire où le Maroc joue un rôle central, notamment dans la région du Sahel. Et puisqu'on parle de coopération entre le Maroc et les États-Unis, d'ailleurs c'est le seul allié, plutôt non allié de l'OTAN, oui, allié avec les États-Unis. Comment selon vous nos deux pays, en tout cas le Maroc et les États-Unis, peuvent-ils coopérer plus pour mieux lutter contre le terrorisme, notamment dans cette région où il prolifère beaucoup? Alors justement, ce qui est important, c'est non seulement la participation du Maroc dans tous les groupes de travail, que ce soit contre Daesh ou même plus globalement contre le problème de l'extrémisme, mais également il y a un partenariat qui s'élabore entre nos pays où notre coopération, c'est non seulement entre nous deux, mais ensemble, nous travaillons pour accroître les moyens d'autres pays. Par exemple oui. Au Sénégal, le Maroc, les États-Unis ensemble font une formation des services de sécurité. Ce même modèle qui a fait ses preuves maintenant au Sénégal, ça peut fonctionner dans le Sahel, dans le Maghreb, dans d'autres pays. Et justement, nous établissons ensemble un agenda pour justement approfondir cette coopération. C'est donc le Maroc, les États-Unis ensemble qui, si vous voulez, exportent la sécurité. Alors justement, vous l'avez évoqué, vous parlez de l'Africom, bien sûr, du commandement des armées, plutôt de l'armée américaine pour l'Afrique. Vous avez choisi les États-Unis ont choisi le Sénégal. Pourquoi ce choix? Pays important, pays où il y avait une vraie possibilité de faire un travail en commun, où on pouvait faire un travail pour accroître justement les capacités, pour œuvrer que le Sénégal soit encore plus solide à l'avenir. Mais vous savez, avec l'Africom par exemple, ici au Maroc, vous êtes l'hôte avec cet exercice multinational, le Lion d'Afrique. C'est le plus grand exercice multinational militaire que nous avons en Afrique. Et ça, c'est très important également pour que nous ramenons et nous rassemblons les pays pour pouvoir trouver des moyens de coopération, de collaboration ensemble face aux défis de sécurité. Alors quand vous parlez de ces exercices, il y a également des exercices navals. Oui. S'agit-il
threat, est-ce qu'il y a un danger de l'Atlantique qui pourrait amener à plus de prudence, en tout cas, actuellement? Nous avons, quand on voit ça, par exemple, dans la perspective de l'Europe, vue de l'Europe, vous avez des défis qui viennent de l'Est, avec malheureusement certaines actions de la Russie, mais également, évidemment, des défis qui viennent du Sud, que ce soit l'extrémisme terroriste, que ce soit d'ailleurs les programmes, le défi de la migration et des réfugiés, où là également, on peut tous ensemble jouer un rôle, y compris avec l'OTAN. La prochaine étape dans votre tournée dans la région sera la Tunisie et ensuite l'Algérie. Alors, tout d'abord, l'Algérie. Comment voyez-vous la situation politique actuellement en Algérie? Je vais voir ça de mes propres yeux. Mais en tant que diplomate et qui suivait vous savez, ce qui se passe dans la région. Nous avons, avec l'Algérie, avec la Tunisie, avec le Maroc, surtout, des pays très importants qui sont, dans un sens, au centre à la fois des défis que nous confrontons, mais aussi des opportunités. La Tunisie, si la réussite de la Tunisie est très importante pour nous, surtout vu les difficultés et les défis que fait face à la Tunisie. L'Algérie a surmonté un problème de terrorisme et de radicalisation il y a 20 ans. C'est très important et ça peut nous donner des idées également pour la suite. Justement, vous avez parlé de la Tunisie. La situation en Libye constitue actuellement une réelle menace pour la Tunisie. Beaucoup de combattants fuient les combats en Libye, notamment à Sirte, pour partir en Tunisie. Est-ce que vous n'envisagez pas un soutien militaire pour les voisins de la Libye, en l'occurrence la Tunisie ou encore l'Égypte? Premièrement, en Libye, il y a de l'espoir. C'est difficile, c'est un défi, mais il y a de l'espoir. Ensemble, et d'ailleurs grâce aussi au Maroc, parce que les discussions ont eu lieu ici au Maroc, nous avons pu, avec les Nations Unies, établir un gouvernement d'accord national qui maintenant existe, qui siège à Tripoli et qui est là. Et maintenant, ensemble, nous essayons justement de soutenir ce gouvernement, de rassembler le peuple libyen autour du gouvernement, de faire en sorte que les ressources de l'État sont à la disposition du gouvernement. Et je pense que là, il y a vraiment un moment, un espoir où il faut les soutenir. C'est vrai qu'il y a un problème de la présence de Daesh en Libye, surtout à Sirte. Mais en fait, grâce à un travail très important des Libyens, on voit Daesh a beaucoup de mal, beaucoup de peine maintenant à Sirte. Que des Libyens, M. Blinken? Des Libyens, il y a eu parfois un soutien d'autres pays. Vous savez, quand on voit, nous, une menace terroriste qui s'annonce, on agit si nécessaire. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est non seulement soutenir le gouvernement, mais il y a la possibilité d'entraîner et d'équiper les forces de sécurité de la Libye. Ils vont faire une demande aux Nations Unies, parce que vous savez, il y a un embargo sur l'équipement et l'armement. Qui était en discussion pour la levée de cet embargo, justement, sinon récemment. levé, du moins exception pour cet embargo, pour pouvoir commencer à fournir l'armée libyenne, mais aussi les entraîner. Et il y a, je pense qu'il y a là des projets communs pour les États-Unis et le Maroc également. Est-ce que c'est le cas aussi pour la Tunisie et l'Égypte? Alors, pour la Tunisie, pour l'Égypte, la Tunisie, nous avons déjà un programme de soutien très important pour les forces de sécurité de la Tunisie. Et puis avec l'Égypte, depuis longtemps, d'ailleurs depuis, vous savez, Camp David, depuis l'accord de paix entre l'Égypte et l'Israël, il y a un soutien très important de la part des États-Unis pour les forces militaires égyptiennes. Pour tenter en tout cas de freiner la contagion et cette métastase en tout cas de Daesh dans la région. Mais vous savez ce qui est intéressant aussi, c'est que dans un sens, et c'est un peu bizarre dans un sens, mais un des succès que nous avons eu en Syrie et en Irak contre Daesh, et c'est un succès qui s'annonce de plus en plus, 50% du territoire a été repris de Daesh en Irak,
25% en Syrie. Et c'est de plus en plus difficile pour les combattants étrangers de venir en Syrie, par exemple, de la Turquie. Alors qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vont, hélas, en Libye. C'est un peu le prix d'un succès que nous avons eu en faisant en sorte que la frontière entre la Syrie et la Turquie soit plus difficile. Daesh les envoie en Libye. Mais en Libye, on reconnaît une chose. Les Libyens n'aiment pas les interventions étrangères de qui que ce soit. Merci. Y compris voilà, Daesh. justement, il y a eu 3 soldats français qui ont été tués hier. Oui. La confirmation est arrivée ce matin, enfin plutôt hier matin. D'ailleurs, les Libyens sont sortis dans la rue pour témoigner leur colère d'une présence étrangère sur leur sol. Alors, est-ce que ça ne risquerait pas d'envenimer les choses en Libye, où déjà la situation est extrêmement tendue? Ce qui est important, c'est que tout soutien venant de l'étranger soit à la demande du gouvernement de la Libye. S'il y a une demande, il faut qu'on réponde à cette demande. Par contre, s'il y a quelque chose qui n'est pas désiré ou voulu par le gouvernement et donc par le peuple qu'il représente, là, effectivement, ça pose un problème. Alors, nous passons à autre chose, mais nous restons de notre région. Monsieur Blinken, le dimanche dernier à Kigali, au Rwanda, le Maroc, à travers un message royal clair, a exprimé sa décision de retrouver, de récupérer son siège, en tout cas, au sein de l'Union africaine. Comment l'administration américaine a-t-elle reçu ce message, ou en tout cas, a-t-elle accueilli cette annonce? Nous nous en réjouissons. C'est un pas très important. La présence du Maroc au sein de l'Union africaine, pour nous, est quelque chose de très positif. Que la voix du Maroc se fasse entendre au sein des conseils de l'Union africaine, c'est une très bonne chose. Que le modèle représenté par le Maroc soit également représenté au sein de l'Union africaine, c'est une très bonne chose. Et comme nous voyons qu'il y a toutes sortes de défis qui s'annoncent maintenant en Afrique, et aussi des opportunités, le fait que le Maroc soit présent pour nous, surtout comme partenaire stratégique des États-Unis, ça ne peut qu'être une bonne chose. Alors justement, vous parlez de partenaires stratégiques des États-Unis, nous avions parlé de la coopération sécuritaire, vous venez de l'évoquer, il y a aussi des opportunités au-delà de la sécurité en Afrique, notamment avec ce rapprochement ces dernières années du Maroc avec ses compères africains. Est-ce qu'il y a moyen de fructifier cette collaboration, ce partenariat maroco-américain en Afrique? Justement, il y a des possibilités énormes en Afrique et des marchés pour l'avenir, déjà dans le présent, qui sont là. Et un peuple jeune qui est de plus en plus éduqué, qui est de plus en plus connecté grâce aux ordinateurs et à l'Internet. Et là, ensemble, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Par exemple, quel genre de secteur voyez-vous, ou en tout cas Plusieurs choses. Il y a des demandes importantes en Afrique. Demandes pour une sécurité au niveau de l'alimentation. Demandes également pour l'électricité, l'infrastructure. Tout ça, c'est des domaines dans lesquels nous pouvons agir ensemble. Nous avons déjà des plans d'action dans tous ces domaines. Je pense qu'il y a des partenariats qui sont... Et en plus, vous savez que le Maroc est le seul pays qui bénéficie d'un accord de libre-échange à la fois avec les États-Unis, l'Union européenne et puis avec beaucoup de pays en Afrique. Donc il y a des possibilités, grâce à ces accords, pour que le Maroc, en fait, soit au centre de ces activités. Un hub. Voilà, un hub, exactement. Alors, Monsieur Blinken, vous venez d'évoquer ce hub qu'est le Maroc, que ce soit notamment en termes économiques, qui fait d'ailleurs exception dans sa région, notamment après ce qui se fait appeler les printemps arabes. Comment évaluez-vous les pays de cette région après ce printemps arabe, maintenant, aujourd'hui? C'est quelque chose qui reste en plein mouvement. Et un des défis, c'est que quand un ordre qui existait disparaît pour une raison ou une autre, il faut qu'il y ait une suite. Et s'il y a au contraire rien qui ne vient pour remplacer l'ordre qui a été mis en écart, on a hélas
la possibilité de toutes sortes de problèmes, surtout l'arrivée des forces extrémistes dans certains pays. Donc, est-ce que ça n'a pas favorisé justement la montée de l'extrémisme dans ces pays? Ça le favorise dans le sens où s'il n'y a pas une alternative concrète qui s'annonce, oui, dans ce sens. C'est pour ça que le travail à faire, qui est très important, c'est de pouvoir construire les institutions d'un pays, les institutions gouvernementales, les institutions de la société civile, les institutions de l'éducation, justement pour qu'il y ait quelque chose, s'il y a un système qui ne fonctionne pas, qui puisse le remplacer et ne pas laisser place à l'extrémisme. Justement, le Maroc, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, a joué un rôle central, notamment en Libye, pour cette réconciliation nationale. Ça s'est passé à Srelat. On va justement revenir au Maroc. La 4e session du dialogue stratégique Maroc-États-Unis, oui. M. Blinken, était prévue pour avril. Pourquoi cette annulation? Ou si retard il y a, c'est pour quand? Alors, nous essayons justement de remettre le dialogue sur le calendrier. C'est très important pour nous. Évidemment, le fait qu'on n'a pas eu ce rendez-vous voulu cette année n'a pas empêché le fait qu'il y a quasiment tous les jours des échanges à un très haut niveau avec nos collègues du gouvernement, entre militaires, entre spécialistes de sécurité, etc. Ça se passe quasiment tous les jours. Mais j'espère qu'on va pouvoir mettre sur l'agenda justement le dialogue stratégique dans les mois qui viennent. Dans les mois qui viennent. Voilà. Alors, c'est votre première visite au Maroc, M. Blinken? Eh oui. Vos premières impressions? Alors, je dois vous dire, je savais déjà, parce que j'ai beaucoup d'amis marocains à Washington, j'ai vécu à Paris, donc j'avais beaucoup d'amis venant du Maroc. 2 impressions. Chaleur du peuple, c'est évident, mais quelque chose d'autre. Hier, j'ai passé du temps à l'Université internationale à Rabat, avec de jeunes étudiants marocains. Exceptionnel. Et puis j'ai pu passer un moment avec de jeunes innovateurs et entrepreneurs marocains. Oui. Et c'est extraordinaire. Il y a là une ressource humaine exceptionnelle. Et je pense que c'est justement la vision de Sa Majesté le Roi pour pouvoir épanouir cette ressource humaine marocaine qui, pour moi, sera le succès du Maroc dans le XXIe siècle. Vous savez, dans le passé, quand on pensait à ce qui constitue la richesse d'une nation, on pense, bon, c'est la force militaire, c'est les ressources naturelles, c'est la taille du pays géographiquement, la population. Et tout ça, ça peut rester important. Et pour les États-Unis, nous avons beaucoup de chance, nous sommes bien bénis. Mais maintenant, dans le XXIe siècle, c'est surtout la ressource humaine. Et si un pays peut développer cette ressource, même si elle n'a pas ces autres ressources, ce pays aura un vrai succès dans le XXIe siècle. Et ce qu'on voit au Maroc, justement, c'est cette vision de développer la ressource humaine. Et si cette vision est réalisée, et je suis très convaincu qu'elle le sera, vous aurez un succès énorme dans le XXIe siècle. Et on espère que vous en serez témoin ici même au Maroc. Peut-être une visite prochaine. Avec grand plaisir. Monsieur Blinken, merci de nous avoir accordé cette interview. C'était un plaisir de vous recevoir à Médien TV. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre attention. Très, très bonne suite des programmes sur Médien TV.